Bonjour à tous, bienvenue à la maison du vélo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment acheter votre vélo d'occasion sans vous faire avoir. Ces derniers temps, le prix des vélos neufs a tendance à flamber et les délais sont de plus en plus longs. Se tourner vers l'occasion peut donc être une bonne solution, mais attention aux pièges, je vous explique comment éviter tout ça. Pour ne rien oublier, on va essayer de fonctionner par ordre d'importance et on va commencer par les pièces les plus coûteuses, celles qui peuvent occasionner le plus de frais si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou s'il y a un défaut que vous n'avez pas repéré. Point numéro 1, bien sûr, ça va être le cadre du vélo. Alors, il y a forcément un aspect cosmétique qui va jouer. N'hésitez pas à regarder l'état général de la peinture, si le cadre a beaucoup de rayures, s'il a beaucoup d'impact de projection. Mais surtout, n'hésitez pas à l'inspecter de façon minutieuse. Ne vous contentez pas de voir si la couleur est belle ou s'il est joli, s'il vous plaît. Pensez à passer en revue les points, on va dire, de contrainte du cadre. Donc, en général, au niveau des soudures ou en tout cas des points de liaison, de jonction sur des vélos carbone, parce qu'il n'y aura pas de soudure. Donc, par exemple, entre la douille de direction et le tube diagonal ou entre la douille de direction et le tube supérieur, les contours également du boîtier de pédalier, donc tous les tubes qui vont se rattacher au boîtier de pédalier et d'une façon générale vraiment l'ensemble du cadre. Ce qui est important, c'est vraiment de regarder s'il n'y a pas de traces de fissures par exemple sur ces endroits critiques, s'il n'y a pas de poc aussi important, et n'hésitez pas à regarder ou à veiller même aux micro fissures qu'on pourrait voir ou aux traits de fissures qu'on peut voir apparaître des fois dans la peinture. Alors bien sûr, il y a toujours le fameux vendeur qui va vous dire non, c'est rien, c'est pas fissuré, c'est juste la peinture. Sachez que si vous voyez que la peinture s'est légèrement décollée ou s'il y a des traits de fissure dans le vernis ou dans la peinture au niveau de ces jonctions ou au niveau de ces soudures, ça veut dire que le cadre a travaillé. Le métal est peut-être pas fissuré, mais le cadre a travaillé et ça, c'est pas forcément un bon signe pour la longévité du vélo et puis pour votre porte-monnaie. Le point super important, ça va être de faire très attention à tout ce qui est protection et stickers. Aujourd'hui, il y a tout un tas de produits qui existent pour protéger le cadre. Certains sont transparents, mais encore même sur des éléments transparents, des fois ça peut cacher des micro fissures. Alors ça va être délicat d'arriver chez un vendeur et de lui faire enlever tout le clear protect du vélo. Il faut aussi être correct en tant qu'acheteur, mais n'hésitez pas à vous méfier de tout petit sticker qui pourrait être ajouté, surtout si c'est sur des endroits critiques. Par exemple, le petit sticker avec le nom, prénom du rider, mais juste à un endroit où il y a une soudure près de la douille de direction, des fois ça peut servir à cacher des mauvaises surprises. Donc voilà, si le vendeur est honnête, si vous lui demandez d'enlever un tout petit sticker, normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Si jamais c'est le cas, écoutez, il vaut mieux fuir et vous porter sur un autre vélo. Idem sur les protections de base et de haut banc. Surtout sur les vélos de DH ou d'enduro, on a tendance à enrouler, voire même certains mettre de la guidoline ou du ruban de raquette de tennis. C'est bien, ça protège bien, c'est très propre. Par contre, ça peut être le moyen idéal de cacher une mauvaise surprise, de cacher un sale poc sur un vélo, de cacher une grosse rayure. Pareil, là encore, si vous êtes vraiment intéressé par le vélo, n'hésitez pas à demander à retirer tout ça, ou en tout cas à le pousser au maximum pour pouvoir juger au mieux de l'état du cadre. Autre petit détail pour l'inspection du cadre, n'hésitez pas à mettre le vélo à l'envers. Posez-le délicatement pour pas abîmer la selle, les périphériques, les poignets, etc. Mais ça va être un bon moyen de voir vraiment les parties qui sont exposées au choc et aux projections, et puis de voir aussi l'état, comme je disais, des soudures ou des jonctions autour du boîtier de pédalier, qui est quand même un lieu où il y a pas mal de tension et souvent où il y a des risques de casse. Sur un vélo tout suspendu, une fois que vous avez terminé l'inspection donc des soudures du cadre et on va dire de l'état général du cadre, n'hésitez pas à contrôler l'état des roulements de la suspension arrière. C'est quelque chose qui est soumis à rude épreuve. Pour vérifier son état, c'est tout simple. Essayez donc de tenir le vélo par la partie fixe de la tige de selle, par la partie basse. Si vous tenez par la partie haute, vous risquez de sentir du jeu sur une tige de selle télescopique, mais ça peut être du jeu normal ou anormal qui vient de la tige de selle et pas du cadre. Donc tenez le haut du cadre ou la partie fixe de la tige de selle. Tenez le sommet de votre roue arrière et essayez de faire travailler la suspension, donc essayez de tirer le haut du cadre vers vous et de repousser la roue arrière vers le sol, ou essayez de faire des gauches-droites. Si vous sentez du jeu à un endroit, c'est qu'il y a des roulements qui vont être à changer. Sur certaines architectures un peu complexes, c'est pas toujours évident de voir d'où vient le jeu. Là, l'idéal, c'est d'être à deux. Il y a une personne qui fait ce mouvement donc pour tirer le cadre ou qui le fait bouger de gauche à droite en maintenant la roue et le haut du cadre, et une autre personne qui pose sa main sur les différentes articulations au fur et à mesure. En faisant cette manip, vous allez pouvoir voir à quel endroit ça bouge exactement. C'est là que les roulements vont être à changer. Attention, souvent, si vous avez des roulements défectueux sur une articulation d'une biellette, il n'est pas rare que la deuxième articulation de la même biellette soit aussi à changer. C'est un peu comme en voiture. Si on change un roulement sur un triangle de suspension à gauche, si vous ne le changez pas à droite, de toute façon, il va péter dans quelques temps. Donc voilà, dans tous les cas, si vous avez du jeu,
bien souvent ça voudra dire qu'il faudra changer l'ensemble des roulements du cadre. C'est une opération qui peut être plus ou moins coûteuse suivant les références de roulement que vous avez, suivant le nombre de roulements et puis suivant si vous faites la chose vous-même ou si vous le faites faire dans un magasin, parce que ça demande quand même pas mal de temps. C'est pas forcément très compliqué, mais il faudra bien compter entre 50 et 80 euros de main d'œuvre suivant les magasins et suivant le type de cadre que vous utilisez. Le deuxième point qui peut vous coûter très cher si vous vous loupez sur l'achat d'un vélo d'occasion, ça va être les suspensions. Attention, ne vous laissez pas aveugler parce que vous voyez sur Instagram ou sur Facebook, on a envie de s'acheter son premier beau vélo d'enduro, on arrive chez le vendeur, il a un vélo monté avec des suspensions Fox, Factory, Kashima, ça brille, c'est tout beau et hop, on lui donne de l'argent et on repart avec. Et quelques jours après, on se rend compte qu'il y a un problème de bac de guidage ou qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas en interne. Et là, ça peut être très très compliqué parce que le prix des pièces détachées monte très très vite. Et c'est valable sur quasiment l'ensemble des marques de suspension. Donc au niveau des suspensions, déjà le plus basique, assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite, que vous ne voyez pas d'huile qui coule, ou en tout cas qui ne coule pas en quantité trop importante. C'est normal qu'il y ait des fois un léger suintement, par exemple sur un corps d'amortisseur, mais il ne faut pas qu'il y ait des gouttes d'huile qui tombent sur le vélo une fois que vous l'avez actionné plusieurs fois ou que ça coule vraiment sur le joint qui sert à voir où vous en êtes pour le réglage de sag. Donc voilà, premier point, l'absence de fuite. Le deuxième point très important au niveau des plongeurs, donc de l'amortisseur, de la fourche, et c'est également valable aussi pour les tiges de selle, qu'il n'y ait pas de rayures, le moins de rayures possible. Puis tu as des chutes contre des rochers ou des choses comme ça. S'il y a des toutes petites rayures et quand vous passez la main, vous les sentez très peu, ça peut aller. S'il y a des plus grosses rayures ou s'il y a eu des rayures qui ont été réparées avec une sorte de vernis, du scratch cover ou un produit de ce type-là, attention, méfiance. Ça ne sera pas une solution qui va durer ad vitam aeternam et ça veut dire qu'il y a déjà eu des soucis quand même à ce niveau-là. L'autre point aussi à traquer, ça va être la décoloration de ces plongeurs. Aujourd'hui, la plupart des plongeurs vont être de couleur noire ou alors de couleur un peu anodisée or. Guettez bien à ce qu'il n'y ait pas de décoloration. Si à un endroit, la couleur est plus estompée, ça veut dire qu'il y a un frottement quelque part. Alors ça peut être de la saleté coincée dans un des joints spi, de l'amortisseur ou de la fourche, et donc à chaque fois que votre suspension s'enfonce, ça vient poncer sur cette saleté et forcément petit à petit ça attaque le traitement de surface. Ça peut être pire encore que cette saleté est passée dans les bacs de guidage et a abîmé les bacs de guidage. Donc forcément à chaque fois que votre fourche plonge ou votre amortisseur plonge, ça fait papier à poncer et là en gros vous êtes bon pour changer et le plongeur et la bac de guidage et les joints. Donc une note vraiment salée à l'arrivée, méfiance là-dessus. Si le vendeur vous dit qu'il a fait faire l'entretien et que le problème est résolu, restez méfiant quand même. Un plongeur décoloré ou un plongeur rayé, ça veut dire que le traitement a commencé à être attaqué. Même si on met une bague de guidage neuve, le traitement sera quand même moins solide. Il a perdu un millième ou un micron, on va dire, de diamètre, mais ça va jouer sur sa longévité. Donc c'est un élément à prendre en considération et à mettre au regard du prix que vous propose le vendeur. Quand vous avez fini l'inspection des plongeurs, assurez-vous également que le passage des joints, donc quand vous actionnez les suspensions, ne laisse pas des traces noires, un peu comme si vous frottiez, vous savez, une gomme d'écolier sur les plongeurs. Souvent, ça, c'est signe de joints spi complètement secs, donc ça veut dire que les mousses en dessous sont sèches. La plupart du temps, en général, quand elles sont sèches, elles ont aussi tendance à être encrassées. Et donc, ça peut entraîner ce dépôt un peu noir, cet effet un peu gomme sur les plongeurs. Ça, souvent, c'est le premier signe qu'il va falloir faire un entretien sur votre fourche ou votre futur amortisseur. Pour continuer sur les suspensions, un point qui va être très important, ça va être de vérifier la fonctionnalité des molettes de réglage et de voir aussi si elles ont une efficacité. Donc le plus simple en général, ça va être de tourner les molettes de réglage dans un sens, essayer de compter le nombre de crans pour pas fausser complètement les réglages du propriétaire actuel du vélo si jamais vous ne le prenez pas. Et au fur et à mesure, donc on vous comptez les crans, essayez d'emmener la molette de réglage jusqu'en bout de course. Donc d'arriver à un moment où vous êtes en butée, où vous pouvez plus tourner la molette dans un sens puis dans l'autre. Ça va vous permettre de voir si elles sont bien efficaces, si jamais elles ne tournent pas dans le vide. Ça va permettre aussi de voir si elles ne sont pas grippées, ce qui peut arriver aussi sur certaines suspensions. Essayez, une fois que vous êtes en position maximale dans un sens ou dans l'autre, de voir si elles ont un effet sur le fonctionnement de la suspension. En général, celle qu'on peut tester le plus facilement, ça va être la molette de rebond, de la fourche ou de l'amortisseur. Molette complètement vissée, donc complètement serrée. L'amortisseur ou la fourche va mettre beaucoup de temps à remonter, donc ça veut dire que le réglage reste efficace, qu'il est bien relié à la cartouche, qu'il n'y a pas de problème à ce
ce niveau-là. On peut tester également les réglages de compression et haute vitesse, basse vitesse si ils sont différenciés, mais en général c'est plus délicat de voir leur effet, surtout à l'arrêt. On ressent plutôt en roulant et plutôt en roulant sur du chemin technique. Donc là encore, sur un essai sur un parking, ça va être un peu compliqué. Une fois que vous avez fini l'inspection en statique des suspensions, l'idéal ça va être de les essayer, de les faire fonctionner, donc soit en roulant sur le vélo. Si vous avez l'occasion d'essayer sur du terrain un peu technique, c'est l'idéal. Si vous essayez sur un parking, n'hésitez pas donc à essayer de bien enfoncer la fourche et l'amortisseur pour pouvoir constater s'il y a un bon enfoncement des suspensions, si vous n'avez pas de bruit suspect, si vous n'avez pas d'à-coups. Ensuite, à l'arrêt, si le vélo est muni de suspension à air, une astuce intéressante va consister à enlever la pression d'air donc dans la fourche et dans l'amortisseur. Avant ça, pensez à bien demander l'autorisation du vendeur. Pensez à être muni d'une pompe pneumatique pour pouvoir les regonfler par la suite et pour pouvoir mesurer, noter la pression qu'il y avait au départ avant que vous touchiez aux suspensions. Et enfin, prenez garde à donc vider la partie air de façon progressive. On n'appuie pas sur la valve, on ne vide pas tout d'un coup. Ça peut entraîner des soucis au niveau de la transmission, on va dire, ou du passage d'air entre la chambre d'air positive et la chambre d'air négative. Ça peut amener une succion, aussi une aspiration, on va dire, de l'amortisseur ou de la fourche. Donc dans certains cas, même gardez toujours un peu d'air dedans, videz pas complètement la quantité d'air. Mais si vous laissez par exemple 30 ou 40 PSI dans la fourche ou dans l'amortisseur, ça va vous permettre de vraiment les assouplir pour pouvoir les enfoncer complètement sans avoir à forcer comme un dingue sur le vélo et en pouvant le faire à l'arrêt. De cette façon, vous allez pouvoir aussi entendre s'il n'y a pas de bruit bizarre à l'enfoncement, des frottements des bacs de guidage. Donc voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir déceler plus facilement que quand on roule et où là, vous avez les bruits des pneus, les bruits de la transmission, le bruit des freins. Donc ça peut être vraiment intéressant. Quand vous dégonflez les suspensions, donc soit vous le faites en appuyant avec un tout petit en plastique, un démonte pneu, quelque chose comme ça sur la valve, ou alors en utilisant votre pompe pneumatique. Si à ce moment il y a un peu d'air qui sort de la valve, ne vous inquiétez pas. Au contraire, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il reste de l'huile, il reste du lubrifiant dans la partie pneumatique. À l'inverse, s'il n'y a plus d'air du tout qui sort, à la rigueur, ça peut être signe d'un manque de lubrification à ce niveau-là. Et donc, ça peut vouloir dire qu'il faudra un entretien par la suite. Normalement, si le vélo n'a pas été roulé avant, s'il n'a pas été secoué avant, s'il n'a pas été mis à l'envers avant, c'est possible que les suspensions soient encore bien entretenues et qu'il n'y ait pas forcément d'huile qui sorte à ce niveau. Ne vous inquiétez pas. Point numéro 3 et qui va être primordial quand vous achetez un vélo d'occasion, ça va être les roues. On va commencer par les jantes. La première chose à faire, donc, ça va être de regarder forcément s'il n'y a pas de voile, s'il n'y a pas de gros pocs, s'il n'y a pas de fissures sur les jantes. N'oubliez pas d'inspecter aussi au niveau des œillets de rayon, voir si vous voyez pas de traits ou de déformations. N'hésitez pas à lever le vélo pour faire tourner la roue gentiment. Comme ça, vous pourrez voir s'il n'y a pas de voile ou de saut important au niveau de la roue. Ensuite, on va s'attacher à regarder la tension des rayons. Prenez les rayons entre vos doigts tout au long de la roue. Regardez si la tension vous paraît cohérente. C'est normal sur une roue d'occasion qui a déjà travaillé qu'il y ait quelques différences de tension. Par contre, si vous avez certains rayons avec lesquels vous pouvez faire de la guitare ou si vous voyez des rayons complètement tordus, c'est pas vraiment bon signe. Pareil, n'hésitez pas à inspecter toutes les têtes de rayon. Si vous voyez des têtes de rayon bien propres, c'est signe que le vélo n'a pas eu besoin de beaucoup de dévoilage, donc il n'a pas été forcément très malmené. À l'inverse, des têtes de rayon complètement usées, des têtes de rayon noires qui sont devenues presque couleur alu, tellement elles ont été serrées ou desserrées, voire complètement déformées ou cassées, comme on voit sur certains vélos, c'est signe qu'il y a eu besoin de reprendre la tension assez souvent, donc les roues ont pas mal travaillé. Après les rayons, on va s'attacher aux moyeux. Pour les moyeux, alors la première chose à regarder, donc bien sûr, si vous voyez pas de déformation ou de casse au niveau de la jonction des rayons, mais ça, je trouve que c'est plutôt rare. Par contre, l'autre chose à regarder, ça va être s'il ne présente pas de jeu latéral. Donc n'hésitez pas à prendre donc pour la roue avant, vous prenez un des bras de fourche et vous essayez de bouger la roue avant de gauche à droite. Si vous sentez un jeu à ce niveau-là, même une fois l'axe de roue serré, c'est qu'il faudra remplacer les roulements. Si c'est le cas, pas de panique, ce n'est pas quelque chose de très coûteux. Ça vous coûtera en général entre 9 et 15 € par roulement suivant la référence de roulement que vous avez. On trouve en général 2 à 3 roulements par roue, donc plus la main d'œuvre. Vous n'avez pas tué votre budget là-dessus. Pour la roue arrière, pour vérifier le jeu latéral, n'hésitez pas à saisir les haubans du vélo ou les bases du vélo. Ne le faites pas en tenant la tige de selle parce qu'à ce moment-là, vous allez peut-être sentir du jeu, mais ça ne sera pas forcément les roulements du moyeu arrière. Ça peut être aussi les roulements des différents axes de la suspension arrière. On va évoquer ce point un peu plus tard. Dernier point au niveau du moyeu, pour la roue arrière, pensez à vérifier l'état du corps de roue libre. Alors là, bien sûr, pareil, on ne va pas demander au vendeur de démonter sa roue arrière, de sortir l'axe de roue et puis de pouvoir démonter le corps de roue libre pour inspecter les cliquets et les ressorts. Un test relativement simple va consister donc à lever le vélo,
vous mettez quelques coups de pédale pour faire tourner la roue arrière et vous arrêtez les pédales et regardez si la roue libre n'a pas tendance en fait à reprendre les pédales, à les rentraîner après coup, voire même à les entraîner tout le temps. Si c'est le cas, ça veut dire que le corps de roue libre commence à être fatigué. Changement de corps de roue libre s'impose. Alors là, ça va dépendre beaucoup de la marque et puis de la référence de moyeu que vous avez, mais en gros, on sera entre 40 et 120, 150 euros. Donc voilà, c'est un point à ne pas négliger. Autre point pour vérifier l'état des roulements de vos roues, quand vous levez le vélo, vous faites tourner les roues, ça doit être silencieux. Si vous entendez que ça gratte, même s'il n'y a pas de jeu latéral donc sur la roue avant et la roue arrière, ça veut dire que les roulements seront bientôt à changer. Si vous entendez une sorte de grondement quand les roues tournent, ça veut dire qu'il y a des saletés dans les roulements ou que les billes des roulements sont un peu piquées, donc il faudra les remplacer. Je n'ai pas encore évoqué les pneus parce que c'est pas forcément le point décisif ou le critère décisif sur un vélo. Méfiez-vous, souvent quand on veut vendre un vélo, on met des pneus neufs dessus et forcément ça donne un aspect tout neuf aux deux roues, mais c'est pas de toute façon la chose la plus chère, même si les prix des pneus ont bien explosé ces derniers temps. Donc voilà, mais vous pouvez quand même vérifier l'état des pneus, regardez les crampons, regardez s'il n'y a pas de coupure, n'hésitez pas à inspecter les flancs. Un flanc avec pas mal de traits en diagonale, ça voudra dire que le pneu a pas mal travaillé ou alors qu'il a beaucoup roulé en étant sous-gonflé. Un indice intéressant par contre, ça va être de regarder la monte de pneumatique d'origine du vélo et de voir si c'est toujours celle qui est présente sur le vélo. En général, un vélo qui a encore ses pneus d'origine est un vélo qui n'a pas trop roulé. Si c'est un vélo qui est équipé de pneus Maxxis, quand vous avez l'écriture Maxxis en blanc, ça veut dire que c'est encore la monte d'origine sur le vélo. Si l'écriture Maxxis est en jaune, ça veut dire que c'est un pneu Maxxis qui a été racheté en aftermarket, donc dans le commerce, et donc que le vélo a déjà connu plusieurs pneus. Point numéro 4 à inspecter sur votre vélo d'occasion, ça va être l'état des freins. Comment en était à inspecter les roues? Quand vous faites tourner les roues, n'hésitez pas à vérifier s'il n'y a pas de frottement au niveau des disques. Ça va vous permettre de voir si les disques sont voilés ou non et donc s'ils vont être à remplacer ou pas. Une autre chose très simple à vérifier sur les disques, ça va être leur usure. Elle va se mesurer surtout en regardant leur épaisseur et en comparant l'épaisseur au niveau de la surface de freinage des plaquettes avec le reste du disque. Si vous voyez une différence trop importante donc entre l'extérieur de votre disque, là où les plaquettes appuient, et l'intérieur, ça voudra dire que les disques sont à remplacer. Idem si la surface d'appui des plaquettes est usée de façon non uniforme, si vous avez des sortes de stries on va dire dedans, parce que si vous mettez des nouvelles plaquettes, vous risquez d'avoir du bruit et une moins bonne puissance de freinage. Enfin, la couleur des disques peut vous renseigner sur les conditions de vie de votre futur vélo. Si vous avez des disques qui sont complètement cramés, alors ça peut être deux choses, soit que la personne passait tout son temps sur les freins, même sur les pistes vertes, les a complètement brûlés, les a fait chauffer comme pas deux, en général pas bon pour la durée de vie des joints de l'étrier ou des joints du levier de vos freins. Et ça peut être aussi quelqu'un qui roulait vraiment très très fort et donc a fait monter les freins en température même s'il n'était pas tout le temps dessus. Là encore, je suis pas sûr que ça soit le meilleur signe pour la future durée de vie de votre vélo. Ensuite, au niveau du fonctionnement, n'hésitez pas à essayer le vélo pour voir ce que ça donne, à freiner avec chacun des freins, même si vous avez l'habitude de rouler souvent, vous savez qu'on utilise beaucoup les deux freins en même temps, mais là pendant l'essai, profitez-en, essayez de freiner vraiment à coup que du frein avant ou que du frein arrière. Allez pas vous mettre au tas, faites ça gentiment, mais voilà, ça va vous permettre de déceler s'il n'y aurait pas un manque de puissance sur un des deux freins qu'on ne verrait pas si on utilise les freins normalement en utilisant les deux. Alors, regardez si vous n'avez pas de bruit pareil à l'utilisation. Là encore, ça ne sera pas un problème très très grave. S'il y a du bruit, c'est quelque chose auquel on peut remédier. Ensuite, assurez-vous qu'il y ait une bonne puissance, qu'il n'y ait pas de mou au niveau du levier de frein. Et le test idéal à faire, on l'a fait de toute façon tout à l'heure, quand vous inspectez le cadre, ça va être de mettre le vélo à l'envers et quand vous le remettez à l'endroit, si vous pompez plusieurs fois, de voir si le levier ne vient pas plus mou. S'il devient plus mou, alors il n'y a pas forcément de panique à avoir, mais ça veut dire que vous aurez une purge de frein à faire parce qu'il y a une bulle d'air qui doit se balader dans le système. Et donc le fait de retourner le vélo et de le remettre à l'endroit fait que cette bulle arrive à un endroit où ça devient gênant et on arrive à avoir plus de garde au niveau du levier. Donc ça sera un problème auquel il faudra remédier. Pensez à inspecter les durites, regardez s'il n'y a pas de coudes ou voire même de pliures ou de déchirures. Alors maintenant avec les passages en interne on les voit un peu moins, mais n'hésitez pas à contrôler tout ça et voir s'il n'y a pas de fuite ou de suintement. Si vous n'avez pas de la poussière qu'à coller par endroit, qui pourrait dire qu'il y a des mini fuites au niveau par exemple du raccord entre la durite et l'étrier ou à la jonction on va dire des deux parties de l'étrier. C'est des choses malheureusement qu'on voit assez fréquemment. Autre petit conseil sur les freins, quand vous actionnez les leviers, assurez-vous que le fonctionnement soit bien fluide. Si vous avez un levier qui met un peu de temps à revenir, souvent c'est signe d'un kit piston au niveau du levier qu'il va falloir changer dans quelques temps ou alors même qui est déjà foutu. C'est pas une opération qui est très coûteuse, mais là encore ça sera quelque chose à prendre en compte sur la décision d'acheter ou non le vélo que vous êtes en train d'essayer. Le dernier point pour les freins, ça va être de regarder l'usure des plaquettes, mais là encore c'est pas le plus important. Si vous devez changer vos plaquettes, ça vous coûtera entre 10 et 20 euros. Donc tout ça c'est du consommable, c'est pas forcément ce qui va vous décider à acheter ce vélo ou à ne pas le prendre. En tout cas, pour contrôler l'usure des plaquettes, vous pouvez regarder les
étrier par le dessus et regardez si l'épaisseur de garniture est encore supérieure à l'épaisseur du ressort métallique, à l'écarteur qui se trouve entre vos deux plaquettes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On passe maintenant à la transmission. Un point vraiment important également sur votre vélo, surtout maintenant avec les transmissions en 12 vitesses dont les pièces sont relativement coûteuses. La première chose qu'on va vérifier, ça va être l'état du pédalier. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de jeu latéral sur le pédalier. Donc saisissez le cadre, saisissez une des manivelles, essayez de bouger le pédalier de gauche à droite. Normalement, ça ne doit pas bouger. La deuxième chose, ça va être d'enlever la chaîne du pédalier. Donc n'hésitez pas à repousser le dérailleur ou mettez-le avec le shadow off si c'est un dérailleur Shimano ou bloquez-le en position, on va dire atelier si c'est un dérailleur SRAM. Vous allez pouvoir retirer normalement la chaîne assez facilement du pédalier et faites-le tourner pour entendre les roulements. Vous allez tout de suite, comme pour les roues, pouvoir déceler s'il y a une sorte de grondement. C'est que le boîtier de pédalier sera bientôt à changer. S'il n'y a pas de bruit, que c'est silencieux et qu'il n'y a pas de jeu, c'est tout bon. Le boîtier de pédalier est intact. Vous allez pouvoir rouler et profiter de votre vélo pendant plusieurs mois. Ensuite, on va regarder l'usure générale de la transmission. Pensez donc, une fois que vous avez remis la chaîne sur le pédalier, à regarder si vous pouvez décoller la chaîne, on va dire, des dents du plateau en tirant dessus. Mieux encore, si vous avez un gabarit d'usure, n'hésitez pas à l'emporter avec vous pour contrôler l'allongement de la chaîne. Si la chaîne est trop allongée, il faudra la changer. En général, si elle est allongée de plus de 5%, il faudra changer l'ensemble parce que vous allez avoir des sauts de chaîne. Mettre une chaîne neuve sur une cassette qui a déjà 1500, 2000, 3000 km, en général, c'est pas une bonne idée. Et la plupart du temps, il faut même changer le plateau. N'hésitez pas aussi à passer un peu de temps à regarder l'aspect visuel des dents du plateau et de la cassette. Si les dents paraissent très couchées, si les dents paraissent abîmées, ça voudra dire que la transmission va être à remplacer. Une chaîne à remplacer, c'est pas la mer à boire, il y en aura pour 20, 25 euros. Une cassette 12 vitesses à remplacer, vous allez être plus entre 100 et 250 euros, ça devient déjà plus compliqué. Et quand il y aura l'ensemble, chaîne, cassette, plateau, voire galette dérailleur, ça risque de piquer un peu plus, donc c'est un point à ne pas négliger. Soulevez la roue arrière ou alors lors de l'essai dynamique, n'hésitez pas à tester toutes les vitesses du vélo. Regardez s'il n'y a pas de faux cran dans les manettes de vitesse. Une manette de vitesse qui commence à être usée, des fois le ressort va prendre à l'intérieur pour bien monter d'une vitesse à l'autre et de temps en temps il y aura un point mou, on va dire, le ressort va pas prendre complètement, il faudra pousser un peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à checker cet aspect. Là encore, c'est pas la pièce la plus coûteuse du vélo, mais ça peut s'additionner avec d'autres soucis. Si la manette est bonne, si la transmission est bonne, ensuite, n'hésitez pas à regarder la qualité des réglages. On va dire si toutes vos vitesses passent bien, s'il n'y a pas des vitesses qui grattent. Alors attention, en général, si vous n'avez qu'une ou deux vitesses sur la plage de toutes vos 12 vitesses qui grattent, ça voudra dire qu'il y a quelque chose qui est tordu la plupart du temps. Donc soit la patte de dérailleur, soit même le dérailleur qui a pris un choc. Si c'est que la patte de dérailleur, c'est pas très coûteux. Si c'est le dérailleur, ça va être plus compliqué. Vous pouvez vous mettre derrière le vélo pour vérifier si votre dérailleur et votre patte sont bien alignés et donc si les deux galets du dérailleur sont alignés avec le pignon de la cassette sur lequel vous êtes censé être. Par exemple, si je suis sur la 10e vitesse, mes deux galets de dérailleur doivent être bien alignés avec la 10e. N'hésitez pas à vérifier sur une autre vitesse aussi, parce que si le dérailleur est tordu, des fois on peut se rendre compte que sur une ou deux vitesses. Si par contre les vitesses déconnent sur l'ensemble de la plage, ça peut tout simplement être un problème de réglage. Un manque de tension sur la vis d'englobé, un problème de réglage de tension au niveau du câble, ou alors un câble égaine encrassé. Là encore, c'est plutôt bon signe, ça ne sera pas très coûteux d'y remédier. Un petit mot maintenant au niveau des tiges de selle télescopiques. On me demande souvent en magasin, alors c'est normal d'avoir un léger jeu dans la partie haute de la tige de selle. Quand vous prenez la selle, si la selle peut bouger de gauche à droite légèrement, c'est tout à fait normal. Attention, si vous avez un décalage de 3-4 mm par contre là au niveau de la selle, c'est plus problématique et ça veut sûrement dire que vous avez les aiguilles ou le roulement aiguille qui est dans votre tige de selle qui est endommagé. Ça sera plus coûteux à remplacer, voire même ça nécessitera de remplacer complètement la tige de selle. N'hésitez pas à tester la fermeté, on va dire, des deux positions, donc position haute et position basse. Si en position haute, la tige de selle a tendance à descendre, ça peut vouloir dire aussi là encore un souci de cartouche ou un souci de purge si c'est une tige de selle RockShox, voire des soucis plus complexes. Méfiance là-dessus. En général, la simplicité est vraiment la meilleure des consignes. Privilégiez plutôt une tige de selle à câble où vous pourrez vérifier facilement le fonctionnement et où vous pourrez entretenir facilement votre futur vélo. Un mot maintenant au niveau de la direction. Comme pour les roues, on va vérifier l'état des roulements. Soulevez l'avant du vélo, essayez de faire tourner de gauche à droite le guidon. Il ne doit pas y avoir de point dur. Normalement, on dit que quand on penche le vélo et à gauche et à droite, le guidon doit tourner tout seul. Il ne doit pas y avoir de résistance à ce niveau. Et vous ne devez pas entendre les roulements gratter quand vous tournez de chaque côté. Si vous les entendez gratter, ça veut dire qu'ils seront à remplacer.
Mettez le vélo au sol, positionnez-le contre un mur ou alors freinez du frein avant et essayez de faire avancer le guidon et de le tirer ensuite vers l'arrière. Faites ces mouvements-là de va-et-vient plusieurs fois et posez la main sur le haut du jeu de direction ou sur le bas du jeu de direction pour sentir si le jeu de direction bouge par rapport au cadre ou non. Si ça bouge, ça peut vouloir dire que les roulements sont usés. Pire encore, si ça bouge beaucoup, ça peut vouloir dire que la douille du cadre est ovalisée. C'est très rare, mais ça se voit de temps en temps sur des vélos qui ont pris des gros chocs en dirt, en DH, en enduro. Et là, dans ce cas-là, ça veut dire que votre jeu de direction est foutu, mais surtout, ça veut dire que votre cadre est foutu. Et là, ça devient beaucoup plus problématique. Donc voilà, si vous sentez du jeu dans la direction, n'hésitez pas à resserrer le jeu de direction et à recontrôler de nouveau. Si, quand vous resserrez, le jeu de direction est très très dur, méfiance, ça peut être un point inquiétant. Dans ce cas-là, si vous êtes vraiment intéressé par le vélo, n'hésitez pas à demander au vendeur qui change le jeu de direction lui-même et vous puissiez passer vérifier une fois que la pièce neuve est montée dessus. Au moins, tout le monde sera fixé. Une dernière chose à inspecter qui va vous renseigner sur l'état général du vélo et surtout sur les traitements qu'il a reçus tout au long de sa première vie, ça va être de regarder l'état des têtes de vis du vélo. Pense à toutes les têtes de vis. Ça peut être celle qui sert la potence, les têtes de vis du pédalier, les têtes de vis des différents axes de suspension. Ça va vraiment vous indiquer combien de fois le vélo a été démonté. Attention, un vélo qui a été démonté plusieurs fois, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut avoir été fait de façon préventive ou ça peut avoir été fait régulièrement si un vélo qui a plusieurs années. Mais en tout cas, vous verrez si ça a été fait souvent, si ça a été bien fait, si ça a été fait avec des outils de qualité ou pas. En général, un vélo qui a une vis foirée, ça peut arriver. Un vélo qui a beaucoup de vis foirées, fuyez parce que c'est vraiment pas bon signe et vous allez passer énormément de temps, même sur des interventions basiques, pour réussir à enlever toutes ces vis. Enfin, dans la même idée, n'hésitez pas à demander les factures d'entretien au vendeur. Ça va vous renseigner si l'entretien a été fait très régulièrement. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui font des choses par eux-mêmes avec tout ce qu'on trouve sur Internet et les différents tutos YouTube. Ça, c'est pas forcément moins bien qu'en magasin. Forcément, la personne n'aura pas les factures d'entretien, mais elle aura quand même les factures des pièces détachées normalement si elle a été consciencieuse. Donc, vous devriez avoir une idée du soin qui a été apporté au vélo. Sur un vélo All Mountain, Enduro, DH, tout suspendu, il est important que le vélo ait été révisé quand même quasiment une bonne fois par saison si la personne roulait régulièrement. Que ça soit donc au niveau du graissage des axes de suspension et du changement des roulements si besoin, ou que ça soit au niveau de la purge des freins et de l'entretien des suspensions, donc fourche et amortisseur. Si ça n'a pas été fait, méfiance. Méfiance également à des gens qui ont un vélo qui a 8 ans à vendre sur le bon coin et puis soi-disant le vélo a roulé que 2 ans, donc c'est pour ça qu'il n'y a eu que 2 entretiens. De toute façon, un vélo qui ne roule pas s'use quand même. Dans les freins, dans les suspensions, vous avez de l'air, vous avez de l'hydraulique. C'est des parties où les joints vont sécher quand ils ne sont pas utilisés. Donc des fois sur ces secteurs-là, c'est même pire d'acheter un vélo qui a peu roulé qu'un vélo qui a roulé régulièrement et qui a été bien entretenu. Tout ce qu'on a cité avant est bien sûr valable pour les VTT à eux. Il faudra en plus veiller au bon état, donc visuel dans un premier temps, du moteur, de la batterie. N'hésitez pas à démonter la batterie pour vérifier les connectiques, vérifier l'état de la serrure, l'état du dispositif qui sert à retenir la batterie. Ça vous donnera une indication sur le soin qui a été apporté à votre vélo. N'hésitez pas aussi à vérifier visuellement l'état du chargeur, à le brancher pour voir si les LED s'allument bien, à regarder si les LED de remplissage de la batterie, s'il y en a, fonctionnent bien. Ensuite, quand vous allumez le vélo, veillez à ce qu'il n'y ait pas de code erreur. À essayer de traquer différents bruits moteurs, on va dire, différents bruits parasites. S'il n'y a pas de tout ça, c'est déjà un premier bon signe. Ensuite, dans tous les cas, exigez un diagnostic moteur de la part du vendeur. Ça va lui coûter en général aux alentours de 40-50 €. Dans tous les cas, ça vaut le coup pour le vendeur de dépenser 45 € pour prouver que le vélo est en bon état, que les mises à jour ont été faites et que la batterie est encore en bonne santé. Si ce n'est pas le cas, si le vendeur refuse de le faire, méfiez-vous, il y a sûrement quelque chose de louche. Voilà pour aujourd'hui, je pense qu'avec tous ces conseils, ça va vous permettre de faire un bon tour de votre future acquisition et surtout de vous lancer en toute connaissance de cause et donc de profiter au maximum de votre future monture. Je sais que ça fait beaucoup de choses à garder en mémoire, n'hésitez pas à la rigueur à vous faire une liste sur un papier avant d'aller voir votre future acquisition. Souvent en plus on est tellement pressé d'avoir son nouveau vélo et pour peu que le vélo soit vraiment beau visuellement, on va oublier la moitié des choses à vérifier dessus. Donc fonctionnez avec méthodologie. Enfin, très important, veillez à toujours rester correct avec le vendeur. Forcément, ça va demander un peu de temps si vous vérifiez tout ça, ça va demander des choses à faire. N'hésitez pas à lui demander la permission à chaque fois et ne faites-le que si vous êtes vraiment intéressé par le vélo et puis si vous avez la somme pour l'acquérir. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais on est en 2022, on est en France et je peux vous dire qu'on voit tout un tas de phénomènes dès qu'on essaye de vendre des vélos d'occasion.
C'est assez incroyable. Je pense qu'un jour on fera une vidéo là-dessus parce que j'ai vraiment eu des pépites au magasin, surtout pour les ventes d'occasion. Donc voilà, soyez sympa, soyez courtois, soyez correct avec les vendeurs et n'oubliez pas, une bonne vente, c'est aussi une vente où les deux parties en sortent gagnants. Donc ça sert à rien d'essayer de massacrer le prix à tout va, ça sert à rien d'essayer de truander. Et dites-vous que si le vendeur vous accorde vraiment une très grosse ristourne, il y a sûrement quelque chose de bizarre là-dessous. Comme on dit, il faut toujours se méfier quand la mariée paraît trop belle, c'est exactement le cas en vélo. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent la chaîne mais qui ne sont pas encore abonnés, donc n'hésitez pas à cliquer là sous la vidéo et ensuite à liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé, à la partager tout autour de vous. On connaît tous quelqu'un qui va avoir besoin à un moment ou à un autre d'acheter un vélo d'occasion. Enfin, si jamais vous avez trouvé le futur vélo de vos rêves mais que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous ne vous sentez pas d'aller faire tous ces tests, n'hésitez pas à passer au magasin si vous êtes dans le secteur. On pourra faire pour vous une inspection du vélo sur tous ces différents points. Ça vous coûtera 45 € comme une révision et en tout cas, ça vous permettra de partir l'esprit tranquille. Si le vendeur est sérieux, je pense pas que ça lui posera problème. Il y a beaucoup de pays où par exemple quand vous achetez une voiture, c'est le cas. Vous partez avec le vendeur, vous vous arrêtez dans un garage, vous faites inspecter la voiture si vraiment vous êtes intéressé et comme ça, vous pouvez partir l'esprit serein. Je vous souhaite donc une très bonne acquisition, de très bons premiers rides avec votre nouvelle moto. Prenez beaucoup de plaisir sur les chemins. Bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo à la Maison du Vélo.